Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. On a l'habitude de dire que l'activité agricole est le porte-étendard du développement. Et c'est dans cette optique-là que votre télévision STV a mis sur pied Agrimag. Agrimag qui est une émission dédiée exclusivement aux domaines agricoles. Pour cette première édition, nous avons mis l'accent sur l'aquaculture au Cameroun. Plus précisément, sur la pisciculture au Cameroun. Nous allons en parler tout de suite. Chers téléspectateurs, allons à la rencontre de notre invité qui a double casquette, je dirais même triple casquette. Il est député à l'Assemblée nationale, il est vice-président d'un parti politique et il est grand acteur dans le domaine piscicole. Allons-y. Bonjour Honorable. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Tout le plaisir est le mien aussi. D'accord. On voudrait savoir, Honorable, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la pisciculture? Écoutez, je dirais déjà, c'est par passion. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc, j'ai pris le temps de m'éduquer et de faire des recherches dessus. Et à un certain moment, je me suis dit qu'il fallait se lancer. Donc, c'est pas par but lucratif que vous le faites? Je pense que c'est, en fin de compte, oui, quand même. On le fait pas pour perdre de l'argent. Mais je pense aussi qu'au Cameroun, l'industrie n'est pas encore au niveau où on peut dire qu'on peut faire de l'argent, mais ça va venir. Parce qu'il y a encore, je dirais, quelques problèmes de réglage au niveau gouvernemental par rapport à la fiscalité et autres. Pas la fiscalité de la pisciculture, mais plutôt les événements de février 2008 ont poussé le gouvernement à défiscaliser à la porte les produits tels que le poisson importé. Et qui a fait beaucoup de mal à la filière au Cameroun, à la filière pêche et à la filière aquacole. D'accord. Et si on parlait de ces conséquences-là, de ces importations de poissons, notamment qui viennent de la Chine, du Sénégal, de l'Europe? Je pense que l'importation du poisson en lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on règle la fiscalité de porte. Et c'est cette fiscalité de porte qui a causé un problème, qui cause toujours un problème. Mais le gouvernement est sensible à ces problèmes-là. Et c'est pour cela qu'il a mis sur pied plusieurs programmes pour essayer de relancer la pisciculture au Cameroun. Vous savez, le problème est un peu compliqué parce que d'un côté, il y a une demande très forte nationale et dans la sous-région, et de l'autre côté, la capacité de production locale est encore faible. Donc, vous ne pouvez pas couper les importations d'un coup. Et donc, pendant que les pionniers de la pisciculture camerounaise essayent d'agrandir leur production et d'autres arrivent, ils souffrent du fait qu'on doit nécessairement toujours importer parce qu'il faut satisfaire les besoins du marché. Et comment comptez-vous écouler vos produits, le moment venu, bien sûr? Écoutez, je pense que comme la plupart de mes collègues dans ce métier-là, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Donc, nous avons des revendeurs qui viennent sur site pour acheter la production. Donc, nous n'essayons pas de remplacer les mamans au marché. Ah d'accord. Avez-vous déjà pensé aux méthodes de conservation? Parce que c'est quand même assez délicat. Nous sommes en train de mettre sur pied un fumoir, un séchoir pour pouvoir avoir déjà ces deux produits-là. Et ensuite, il faut savoir que pour l'exportation, c'est plutôt les filets qui sont demandés. Donc, parce qu'il y a une très grande demande de poissons fumés du côté du Nigeria aussi. Et c'est pour ça que ces fumoirs industriels sont intéressants. Et il faut pas oublier que 70% des ménages au Cameroun n'ont pas de réfrigérateur. Donc, la seule façon de conserver du poisson, c'est soit du poisson sec ou fumé. Ce fumoir-là, qui mettra cela en place, vous ou le gouvernement, ou je ne sais pas? Non, il est en projet. Nous avons bénéficié avec d'autres promoteurs du concours du ministère de l'économie à travers le programme Agropole qui est ouvert à tous les Camerounais qui ont des projets dans l'agriculture ou l'aquaculture.
Il faut dire qu'on est ni la première ni la dernière agropole aquacole à être soutenue par le gouvernement. Et donc il y a une part des investissements qui sont couverts une fois réalisés à hauteur de, je crois, 25% par le gouvernement camerounais. Ceci pour aider justement à la péréquation de la situation avec la fiscalité de porte qui rend les produits localement un peu plus chers que ceux qui sont importés. Comment faites-vous pour vous procurer des alevins? Écoutez, on a un éclosoir pour la production des alevins, mais sinon il y a une agropole poisson aussi à Limbé, qui produit beaucoup d'alevins et qui est en train de doubler sa capacité. Et donc il y a aussi le ministère de l'élevage à Logbaba aussi un éclosoir qui produit des alevins. Donc dans l'Asso, dans la région de littoral, le grand littoral disons, avec le sud-ouest, il y a plusieurs producteurs, mais encore une fois la production n'est pas assez. Donc, il faut encore augmenter la production pour satisfaire toute la demande. Vous savez, le problème, c'est que aujourd'hui, la demande de poissons au Cameroun représente à peu près 19 kilos par tête d'habitants. Ce qui fait que la capacité de production locale actuelle est encore très faible. Et c'est pour cela que les importations sont nécessaires. Et nous pensons que d'ici, si on continue avec tous ces programmes du gouvernement, d'ici 5, 6, 7 ans, il y aura, je pense, à peu près 30-40% de la production, de la demande nationale pourra être locale. D'accord. Nous allons regarder ensemble, on a réalisé un reportage sur la reproduction artificielle à l'unité pilote de Logbaba dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Chers téléspectateurs, ensemble nous allons regarder et nous revenons juste après. Nous sommes dans le département du Vouri, arrondissement de Douala 3e, où nous découvrons les installations de l'unité pilote d'aquaculture intensive de Logbaba. Mise en place par l'État camerounais pour pallier aux difficultés d'offre en alevin et surtout vulgariser l'aquaculture au Cameroun. Ici, la reproduction est faite de manière artificielle. La Carias gariepinus, encore appelée silure, est l'espèce produite dans ce centre. Environ 300 000 à 500 000 alevins sont produits en circuit fermé et distribués par an. Ici, nous sommes à la seconde phase du processus de sélection des géniteurs lors d'une reproduction artificielle. Dans la nuit, nous avions d'abord fait une sélection. Nous avions trié les femelles que nous avions injectées. Donc, je vais vous montrer le processus à l'intérieur. En matinée maintenant, nous avons possibilité soit de prendre des mâles que nous avions déjà réservés dans un bac ou alors les envelopper une fois à l'intérieur de l'écloserie la veille. Mais nous avions préféré sélectionner les mâles en pleine matinée pour qu'ils soient aptes à subir le processus. Et il faudra noter que on ne prend pas n'importe quel mâle. Pour sélectionner un mâle, on devra mettre un accent sur la papille génitale. C'est un mâle. Si vous regardez, mettez un accent sur sa papille. Vous voyez bien que c'est un mâle. Pour réussir une bonne écloserie, la biosécurité est de rigueur. Parce que lorsque nous sortons de l'extérieur, la première des choses à faire est de tremper les pieds dans le pédilure, qui est une solution désinfectante. Et deuxièmement, il faut se désinfecter les mains avant de toucher un matériel de l'écloserie. Si vous avez constaté, nous avions mis une serviette au niveau de sa tête. C'est pour qu'il soit... On réduit le stress. Il a fait 5 minutes dans l'anesthésie. Nous avons 2 gonades mais qui ne sont pas bien garnies.
Bon, on va quand même les prendre, on va les utiliser. Avec ces testicules, on va féconder les œufs tout de suite. Hein? On le recoue. On court, on met des antibiotiques à l'intérieur pour que la blessure guérisse facilement. Et après, on va le transporter, le mettre seul dans un bac. Il aura 2 semaines pour récupérer, que la blessure guérisse, avant de le mélanger avec les autres. L'antibiotique, l'outil tétracycline, l'OTC, à 20%. Donc c'est lui qui permet à la blessure de guérir plus facilement et de ne pas s'infecter. En principe, on utilise un mâle après chaque 3 mois. Donc au bout de 3 mois, le mâle est à nouveau opérationnel. Et on peut l'utiliser comme ça pendant 6 ans. C'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions pour ne pas le perdre. C'est un processus d'aquaculture. En milieu naturel, on ne contrôle pas. Or, ceci est une programmation. On sait que tel jour, on peut faire une reproduction, on peut avoir tel nombre d'œufs, on aura par la suite, c'est une suite de calculs, on aura tel nombre d'alevins, on va aller empoisonner. Or, en milieu naturel, c'est de la prédation. Et c'est sur ça que nous sommes en train de lutter, parce qu'aujourd'hui, au fait que nos plans d'eau n'ont pas assez de poissons, refaire de la prédation en milieu naturel est devenu problématique. Or, avec la possibilité d'aquaculture, vous avez vu en peu de temps, on peut avoir de la laitance. Tout à l'heure, on aura les œufs, on les mélange in vitro, on les met dans les écloseries. Au bout de 24 heures, vous aviez déjà les larves. Ici, nous sommes au niveau du bac où nous avions mis les femelles, donc les géniteurs femelles que nous allons utiliser tout à l'heure. Il est important de noter quelque chose. Pour qu'on les mette ici, nous avions hier soir, à 22 heures, nous allons faire une injection hormonale. L'hormone que nous avions utilisé, c'est l'Ovaprim, qui est une gonadostrophine. Et après l'injection, nous mettons les poissons dans le bac. Nous couvrons avec un filtre sombre pour qu'ils soient à l'abri de la lumière. Et ce filtre-là, nous l'enlevons donc. Nous l'enlevons avant de sélectionner et de prendre chaque femelle pour faire le stripping. Ok. Je vous ai dit tantôt, nous avions injecté l'hormone hier. Donc, la femelle était en attente de latence. Et la latence a duré environ 11 heures de temps. Oui. Nous allons procéder au stripping. Donc, vous allez on enveloppe la tête de la femelle avec des légères pressions abdominales. Nous allons récolter les œufs. Et voici ce qui nous permet la papille génitale de la femelle. Là, voilà. Et c'est par là que sortent les œufs au cours des légères pressions abdominales en allant du haut vers le bas. Ça, c'est les œufs du poisson. C'est les œufs. Et c'est ces œufs que nous allions maintenant mixer avec la laitance que nous avions au préalable récoltée. Il est prévu qu'on ait 20% de la biomasse du poisson. Ça veut dire quoi? Si on a 1 kg de poisson, on doit avoir 200 grammes d'œufs. Mais maintenant, en poisson, on se dit que 1 gramme d'œuf, c'est 400 à 500 ovules. En ce moment, on est en train de féconder les œufs. On va mettre des différentes gouttes de laitance au niveau des œufs. Et si vous constatez, nous avons 3 solutions sur la table. Nous avons l'eau du système et nous avons une solution fécondante. En fait, elle permet d'accélérer le processus de fécondation. On mélange le sperme avec les œufs, ce qui nous permet de faire la fécondation. Cette opération ne doit pas durer plus d'1 minute. Et vous allez constater par des mouvements, ça permet au plus grand nombre de spermatozoïdes de féconder les ovules. Observez bien, vous voyez une couche blanche au-dessus. Ça montre qu'il y avait beaucoup plus de laitance. Il y avait beaucoup plus de sperme. Donc il faut rediluer. Okay. Vous observez ces tamis qui sont au-dessus, à la surface de l'eau. On les appelle les cacabancs. Et c'est sur ces cacabancs que nous allons étaler les œufs
déjà fécondés et qui devront faire 24 heures. Il faut étaler. Chaque cacaban prend environ 60 grammes d'œufs. Pourquoi est-ce que chaque cacaban prend environ 60 grammes d'œufs? C'est pour bien étaler. Observez à la surface comment les œufs sont bien étalés. Et là, il y aura pas, les œufs ne vont pas se coller en fait. Donc on aura, si c'est bien fécondé, chaque larve devra sortir par un de ses tamis et se retrouver au fond du bassin. Parce qu'on devra revenir voir le nombre d'œufs blancs qui sont restés au niveau des tamis. Et ceux qui sont partis, on fait juste la soustraction. On voit quel est le nom exactement, le taux d'éclosion que nous avions eu. Parce qu'on a déjà le poids des œufs, on aura le poids de ceux qui n'ont pas éclos et on saura ce qui est éclos. Après avoir étalé les œufs sur les cacabans, le processus de reproduction s'est achevé. Donc on va revenir 24 heures plus tard, voir le nombre d'œufs qui est éclos et voir les larves. Le centre pilote d'aquaculture intensive de Logbaba a pour capacité de production d'1 million à 1 500 000 alevins par an. Il est donc exploité à près de 50% de son potentiel. En dehors de ces 4 employés qui y travaillent en temps plein, le centre forme, recycle les aquaculteurs pour améliorer la production halieutique au Cameroun. Honorable, dites-nous en tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous faites pour vulgariser ces textes et ces techniques que le gouvernement a sûrement mis en place pour le développement de la pisciculture au Cameroun? Déjà, la vulgarisation des textes n'est pas du domaine de la législature, donc c'est pas en tant qu'élu du peuple, ce n'est pas une de mes responsabilités. Il y a des gens qui sont payés pour ça, ils s'appellent des fonctionnaires. Mais je pense que si je me suis lancé dans la pisciculture effective, c'est aussi pour montrer l'exemple. Et avec mes collègues, on est plusieurs collègues de l'Assemblée nationale, nous nous sommes lancés en même temps. Et aussi, une des raisons pour laquelle on l'a fait, on a choisi le site de Masumbo à côté, donc dans la commune de Yabassi. C'est justement pour aussi donner l'opportunité aux jeunes de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi d'avoir un projet où ils peuvent expérimenter ce qu'ils ont appris et surtout aussi trouver de l'emploi. Bon, on ne pourra pas employer tout le monde, mais si nous pouvons déjà employer 2-3 ingénieurs, c'est déjà ça. Voilà. Et quelles sont les espèces que vous produisez là-bas? Du poisson-chat, donc du catfish, ce qu'on appelle le mâchoire. Voilà. Quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que jeune pisciculteur? Écoutez, le plus grand problème, c'est les aliments. Puisque la production locale est encore embryonnaire, donc toute la chaîne pour la production souffre du même fait. Donc, il est très difficile d'avoir des aliments de qualité. Donc très souvent il faut importer. D'ailleurs la semaine passée on a dû envoyer quelqu'un au Nigeria pour ramener quelques tonnes d'aliments. Et nous avons aussi un problème au niveau, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, les alevins et les alevins de qualité, donc des reproducteurs de qualité. Et je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la commercialisation du produit. Parce que il faut bien que les gens comprennent que du poisson frais vivant a une valeur supérieure au poisson congelé importé. Non seulement de la valeur nutritive, mais aussi en qualité. Parce que vous êtes au moins sûr que quand vous allez le ramener chez vous, il est tout frais, il sort de l'eau, il respire encore quand vous l'avez acheté. Donc il faut payer un tout petit peu plus pour cela et je pense que dans les habitudes des ménagères, c'est pas encore complètement entré. Mais ça va venir. Que fait le gouvernement pour supporter ces privés-là qui s'engagent à lutter pour la sécurité alimentaire au Cameroun? Il y a des initiatives au niveau du ministère de l'économie et du plan. Il y a des initiatives au niveau du ministère de l'élevage et des pêches. Il y a des initiatives au niveau du ministère de l'agriculture, bon, qui ne concernent pas l'aquaculture, mais les agriculteurs.
Il y a des initiatives au niveau du ministère de la formation professionnelle. Il y a des initiatives au niveau du ministère de la jeunesse, de l'éducation civique. Et donc il y a beaucoup de projets en ce moment, beaucoup de programmes plutôt en ce moment, qui essayent d'encadrer la relance de la pisciculture au Cameroun. Je pense qu'il y a une dizaine, sinon plus. Des fois, ces programmes se chevauchent un peu entre eux, malheureusement. Mais je pense que oui, aujourd'hui, surtout si on est jeune, structuré et qu'on cogne à la porte du gouvernement, on trouve l'aide nécessaire pour pouvoir démarrer. Et je dois aussi dire que la pisciculture n'a pas besoin d'un très grand espace. Quand on veut faire de la pisciculture de façon intensive, et n'a pas besoin d'un très grand capital de départ. Parce que ce qui prend le plus, par exemple, pour un jeune en zone rurale, c'est de creuser l'étang. C'est 80% de l'investissement. Et donc, il faut que ces jeunes cognent à la porte. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons le réseau Espérance Jeunesse, qui organise chaque année une caravane dans une région du pays. L'année passée, on était à l'ouest. Cette année, on sera au sud. Et donc, tous ceux qui veulent se lancer peuvent venir rencontrer la caravane d'une centaine de députés qui font tout pour essayer d'aider ces jeunes pour pouvoir décoller dans l'agriculture ou dans l'élevage et donc dans l'aquaculture. Je ne veux pas les citer eux-mêmes. Nous-mêmes, nous avons bénéficié du concours des agropoles. Nous avons bénéficié de l'assistance technique et surtout du boosting moral du ministère des Pêches qui nous pousse pour faire ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a une certaine volonté à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, pour pousser. Encore une fois, il faudrait peut-être un peu mieux coordonner tous ces différents programmes pour qu'il y ait l'effet escompté, mais ils existent. Il y a le programme C2D AFOP, il y a le PAJAU, le PAGE, le PAUA, il y a tous ces programmes-là qui existent pour essayer d'aider les jeunes, surtout, et j'insiste là-dessus, surtout les jeunes. Mais il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, avec les techniques que nous avons aujourd'hui, chaque Camerounais peut élever du poisson derrière chez lui et peut nourrir tous ses voisins avec ce poisson-là. Vous pouvez, avec un bac qui fait 5 mètres sur 10, vous avez la capacité de produire entre 5 et 8 tonnes de poissons par an. Donc tout ça est là aujourd'hui, la technique est connue, elle est accessible, vous allez rencontrer les délégués départementaux des pêches, ils vont vous aider avec des manuels techniques ou vous envoyer à la bonne adresse. Donc c'est possible, en fait, on peut révolutionner la production du poisson au Cameroun pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'importer le poisson, ça c'est possible. D'accord. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune qui s'est lancé dans la pisciculture. Nous allons regarder cet élément et nous revenons juste après. We produce catfish fingerlings and tilapia and carp. We also do grow out. Like this section where we are now is our grow out section. What you're seeing here is a tank. It's full of catfish. These fish, they are 2.5. An average Cameroon family consumes fish, and 90% of Cameroonians, they get their proteins from fish products. So that makes fish farming in Cameroon very important, because if 90% of Cameroonians get their protein from fish products, it means that anybody who does fish farming well, they will excel in it. It's not a difficult market to find customers, because since everybody eats fish in Cameroon, if you harvest your fish and take it to the market, you will definitely sell. So it's not difficult to locate customers that will buy your product in Cameroon. The reason I'm just carrying it like this is because I already know the kilograms that this bowl takes. Usually at this stage we are feeding them now 3.5% of their body weight. But when they are still between 10 grams to 40 grams, we feed them 5% of their body weight.
So you have to calculate the number of fish you have in one tank, and then you multiply it by the grams, and then you make the calculation to get 5% of their body weight. So for now, because the average of them is like 100 grams, we are now giving them 3.5% of their body weight. But if you follow the way they are eating, you may want to just be giving them food, too much food, then you waste it. So those are the type of things that young Cameroonians need to come here so that we can give them this information. Otherwise, they will just feed them and then they lose their money for feed, because as they are like this, if you pour all this back, they will still eat it. But then it will not help them because it will look like they are eating too much. The difference is that this fish, what we have here, we can guarantee 90% to 95% organic. That means they are natural. So the only 5% is because we don't know the source of the various ingredients that was used to produce this feed. So like the corn, maybe they may have used fertilizer to produce the corn, or maybe they may have used other things. But on a natural base, these fish are natural. They don't have any hormones in them. Personally, aquaculture was not my first profession, but one day I came across a friend in England who was into aquaculture, and he took a loan from the bank to invest in aquaculture, and he was supposed to pay that loan in 10 years. But after doing 3 harvests, within 1 year he paid off the loan. And so that gave me the idea that this must be a good business to do, because as a young Cameroonian, I don't only want to work for people. I like to do things for myself. So business-wise, that was the first thing. I said, wow, this must be a good business for you to use 1 year to pay off a loan that was supposed to be for 10 years. That means it must be profitable. And then the second one was, when I started making research, I discovered how much the government of Cameroon spends a lot of money to subsidize for fish product. And I started studying our topography. We have a very good climate. We have good water source. We are blessed in Cameroon in all round to do industrialized aquaculture. So I saw that I have that advantage in Cameroon. And secondly, I also wanted to solve a problem. The problem was to make Cameroonians to eat quality fish, so that they don't have to die early. Because once you eat things that are not meant to be consumed by humans, as you can see, we are pumping water now from down to this reservoir. Because we have a problem here of pH. The pH level in Bonaberry is very low. So the process of the water falling here, it takes air from the atmosphere and goes inside, and we leave it here, and then we have another pump that will now pump the water, because that process, when it falls here, it picks air and go inside, and it now takes it to 7. So we will now take the water from, there's another pump here that will pump it now and send it inside in the hatchery. So this is just like our reservoir. So we don't get water direct from there. We first of all get it from our reservoir, and when we need to treat it to get the pH to go up, we treat it here. You don't treat it where there's fish inside, you treat it outside and then send already treated water inside. As a young Cameroonian, I would say there's work and the country is not hard. All they need to do is try to learn and get a knowledge about fish farming. Fish farming is a very interesting sector of agriculture, whereby you don't need to learn too much to do it. Like here, we offer holistic training. We train people. We can prepare a young Cameroonian within 2 months to become a fish farmer, to do a grow out section. So we can train them on a daily basis for 60 days, and they go and start their own fish farm. And that way it will create jobs. It will take them out of the unemployment market and put them into the employment market. So it's very easy. But the only thing is that they need to be determined
They need to be serious. They need to be confident. They need to want to do it. You have to like it. The only way to survive in anything you're doing is that you need to like what you're doing. If you don't like what you're doing, when you go through the ups and downs, you might get discouraged. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de sous-métier. L'aquaculture peut certainement nourrir son homme. C'est un métier d'avenir. Oui, encourager les jeunes frères camerounais à se lancer dans cette activité, mais pas seulement. Camerounais, Gabonais, Congolais, tous nos pays de l'Afrique centrale, à se lancer dans cette activité. C'est un peu dur pour l'instant, mais je pense que nos gouvernements sont en train de voir comment faciliter pour que cette activité se fasse. Mais moi, je peux dire, parce que on voit ailleurs, hein, le Nigeria est en train de monter, le Ghana aussi, on voit ailleurs que ça nourrit son homme. Donc ça peut, comme l'agriculture, aussi nourrir des familles. Selon vous, honorable, est-ce que l'aquaculture a son avenir au Cameroun? Bien sûr, je pense que le Cameroun, pour l'aquaculture, il faut la température et l'eau. Et puis, il faut des techniciens et des ingénieurs. Et je pense qu'on a les trois. On a la ressource humaine, on a l'eau en quantité vraiment, et on a la température qu'il faut pour élever du poisson. Maintenant, ce qu'il faut en plus, c'est les intrants, c'est-à-dire des alevins de qualité, des aliments de qualité, etc. Et je pense que du moment où le marché, où la production de poissons sera telle que la production des aliments peut se justifier au Cameroun, ça va rebooster le secteur. Vous savez, c'est un peu, on est un peu au niveau où le poulet était au début des années 80 au Cameroun, où c'était pas rentable de produire de la provende parce que le nombre d'agriculteurs était tel que était insuffisant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine, rien qu'à Douala, il y a une dizaine d'usines de production de provende et je peux même plus les compter à l'ouest et dans le sud-ouest. Donc, on va arriver à cette étape-là. Et entre-temps, avant d'y arriver, c'est un peu difficile, mais bon, tout comme le poulet, le poisson, c'est un cycle très court. Le cycle est de 6 à 8 mois seulement. Donc, Qu'il soit mature. Qu'il soit à la taille du marché. Donc, je pense que beaucoup plus de jeunes vont commencer des projets de production de poissons et plus il y a du monde, mieux on se portera parce que aussi on aura cet effet de masse critique qui fera en sorte qu'on aura des aliments à bas prix. On est capable aujourd'hui de produire du poisson à peu près à 600 francs le kilo, si tous les autres, comment dirais-je, si tous les éléments, tous les intrants nécessaires sont disponibles à un prix autour de 400 francs par kilo. Et c'est possible parce qu'il s'agit de la farine de poisson, il s'agit de toutes les farines qui sont utilisées dans la provende. Tout simplement, la différence avec le poisson, c'est que c'est des granulés flottants. Ça veut dire que il faut passer par un extrudeur qui rend cette provende en granulés et flottant. Et c'est ce que nous n'avons pas encore au Cameroun et on espère que d'ici quelques mois ou quelques années, il y aura beaucoup d'usines comme ça pour produire l'aliment à très bas prix, pour faire en sorte que le poisson puisse aussi être sur la table des familles camerounaises à un prix abordable. Voilà. D'accord. Et pourquoi produisez-vous juste du poisson cher? Il y a plusieurs productions au Cameroun. Il y a la carpe, il y a le tilapia, il y a le kanga, il y a le poisson-chat. Toutes ces productions, toutes ces espèces sont, comment dirais-je, spécifiques. C'est-à-dire que les installations nécessaires pour produire le poisson-chat ne sont pas nécessairement les mêmes que celles nécessaires pour produire le kanga. Par exemple, le kanga ne peut pas être produit aujourd'hui hors sol et il doit être produit dans des étangs.
Et parce que c'est un poisson végétarien aussi, donc il a besoin de la boue, etc. Alors que le poisson-chat est un poisson indiqué pour la production hors sol et intensive. Donc moi je suis dans une production intensive et hors sol, et donc le poisson-chat est indiqué, par exemple. Et pour d'autres raisons, des considérations économiques, etc. Par exemple, la carpe est très appréciée, mais la carpe nécessite un plus long cycle, donc plus d'investissement pour la production. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes allés à Kribi, où nous avons fait le voyage pour vous. On a rencontré des jeunes qui se sont lancés dans la pisciculture artisanale, si on peut le dire comme ça. On regarde cet élément et nous revenons juste après. Ça, c'est un site d'expérimentation pour la production et la croissance des variétés halieutiques. Nous attelons à reproduire artificiellement les poissons qui sont dans les étangs, à suivre les paramètres physico-chimiques de l'eau, n'est-ce pas, qui peuvent avoir un impact sur leur croissance. Également, à suivre les paramètres physico-chimiques de l'aliment que nous donnons, qui a un impact sur la croissance. On évolue aussi en fonction de cette croissance-là pour pouvoir déterminer quels sont les couacs que nous retrouvons et comment est-ce que nous pouvons les améliorer dans le processus d'évolution de l'aquaculture au Cameroun. Nous sommes en pleine séance de pêche de contrôle. En réalité, périodiquement, il est question de voir la biomasse qui se trouve dans le bassin. Donc il est question simplement de vider l'eau et puis de voir la quantité de poissons qui se trouvent et pour pouvoir les calibrer. Et également, nous devons mesurer l'indice de consommation de ces poissons. On les nourrit, on voudrait connaître qu'est-ce que l'aliment leur apporte en termes de grossissement, et, en termes de croissance et en termes de croissance. C'est par rapport à ça également que nous allons calibrer. Là-dedans, il y a certains poissons qui peuvent grossir plus rapidement que les autres. La pisciculture est l'une des alternatives déjà pour promouvoir la production déjà des alevins. Les alevins parce que à ce niveau, les femmes et les jeunes qui s'intéressent à l'activité, les capacités peuvent être renforcées par nous pour qu'ils puissent aussi avoir leurs petites exploitations piscicoles. Et nous avons eu notre partenaire, le Setfield, qui nous appuie là-dessus dans ce renforcement de capacités et même dans tous les aspects techniques. Il y aura une forte mortalité de larves et vous aurez très peu d'alevins. Alors c'est une contrainte importante à lever. Compte tenu de tout l'entretien que nous leur apportons, n'est-ce pas? Ils sont nourris, on suit les paramètres de l'eau et on voudrait voir leur croissance. Est-ce que l'aliment qu'on leur donne leur apporte tout ce qu'il leur faut pour leur croissance? Est-ce que compte tenu du temps de croissance, n'est-ce pas, ils évoluent normalement? Est-ce que les paramètres de température, est-ce que les paramètres de l'eau, je veux dire les variations de température ne sont pas un élément limitant pour leur croissance? Est-ce que le fait que l'eau ne soit pas tout le temps approvisionnée n'a pas un impact sur la croissance compte tenu du temps de croissance qu'on voudrait optimiser pour le plus rapidement possible mettre le poisson sur le marché ou alors avoir des poissons de taille acceptable et consommable?
Donc ça, c'est des paramètres pour lesquels on est obligé de les sortir de l'eau. On va mesurer les tailles, on va regarder la pigmentation, on va regarder si à un moment donné ils sont infectés, s'ils ont des maladies, quelles sont ces maladies-là. C'est en faisant les pêches de contrôle qu'on est en même d'observer tous ces paramètres. Après la récolte, on les amène ici. Pourquoi? On les amène ici parce qu'on voudrait visualiser l'homogénéité de leur croissance. Maintenant, après ce paramètre-là, on va regarder le paramètre pigmentation. Est-ce que leur pigmentation est homogène? Est-ce que sur leur peau, il n'y a pas des observations du genre des taches, du genre ceux qui sont sujets à des maladies? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont perdu de leur vivacité, qui sont faibles? Ces paramètres-là peuvent être des signes de présence de maladies. Maintenant, lorsqu'on découvrirait que sur il y a un élément qui lui est défavorable, peut-être qui présente des signes de fatigue ou présente des taches, on va le prendre, celui-là comme étant un échantillon. On va regarder sur toute la morphologie. Il y a certaines maladies qui nous donnent déjà, ou certains signes qui nous donnent déjà des orientations sur la maladie qui peut l'avoir attaqué. C'est une écloserie très artisanale qu'on appelle de fortune. C'est-à-dire c'est un endroit où nous faisons essentiellement de la reproduction artificielle des poissons. Donc généralement on le fait ici. Et lorsqu'on arrive à la phase larvaire, on les transporte donc d'ici aux étangs. Donc tout le processus, parce qu'il faut qu'on les transporte quand ils sont déjà quand même atteints la taille des fingerlings, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la larve et la larve. Là maintenant, on peut mettre au niveau des étangs. Donc ça, essentiellement, c'est pour cela. Et si vous voyez, comme elle est tellement artisanale, nous n'avons pas des conditions vraiment très adéquates pour booster la production quand on le fait. Parce qu'on a des pertes, on a carrément des pertes parce que ce n'est pas très adapté. Mais il fallait commencer quelque part. Au départ, lorsque nous mettions en place cette expérience, cet essai, on a croisé deux espèces différentes. Le Claria garipionus, qui est communément appelé silure. On a croisé une espèce du Nigeria et celle du Cameroun. Et là, nous avons eu trois différentes sous-espèces. Nous avons une espèce qui nous donne des silures noires, une espèce qui nous donne des silures brunes, une espèce qui nous donne des silures albinos. Alors là maintenant nous sommes en train de faire des expériences parce qu'il faut voir, nous avons constaté déjà les premiers résultats nous montrent que la variété noire est plus rustique, c'est-à-dire résiste plus aux intempéries, mais la variété albinos est plus prolifique. Alors nous sommes en train de voir en termes de goût et autres quelle est l'espèce que nous pouvons produire plus sur le plan économique. Laura, que pensez-vous de la pisciculture artisanale? Écoutez, il faut bien commencer quelque part. Donc, la pisciculture artisanale est une très bonne chose. Vous savez, ce qui coûte le plus cher dans la production du poisson, c'est de le transporter au marché. Donc, si dans chaque village, on peut produire du poisson frais, ça aidera à la qualité des repas des enfants. Vous savez, si vous voulez avoir des enfants qui ont des bons résultats à l'école, ils doivent bien manger. Et donc, si chaque village pourrait avoir un étang piscicole, ça serait la chose la plus formidable. En plus, quand vous avez votre étang, vous n'avez pas besoin d'un réfrigérateur pour garder le poisson, etc. Vous allez, vous le sortez quand vous voulez manger. Donc, c'est pour ça que c'est une très bonne chose. Maintenant, la pisciculture
artisanale doit rester une pisciculture artisanale. C'est-à-dire, on ne peut pas passer d'une installation artisanale à une installation intensive. C'est une toute autre installation. Mais c'est aussi la pisciculture artisanale, c'est aussi le lieu de prendre goût à la pisciculture. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands producteurs de poulets ont souvent commencé avec 2-3 poulets derrière la maison qui mangeaient les restes des repas. Donc c'est exactement la même chose dans le poisson. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose à encourager. On ne pourra pas, comment dirais-je, on ne pourrait pas réduire les importations à travers la pisciculture artisanale, mais en tout cas c'est quelque chose à encourager parce que c'est un bon début et ça peut résoudre beaucoup de problèmes au niveau des villages. Vous, en tant que père, en tant qu'élu du peuple, que pouvez-vous dire à ces jeunes qui vous regardent en ce moment? Je voudrais dire que la chose la plus difficile, c'est d'avoir le courage de commencer. Et il faut commencer, et il faut se battre pour arriver jusqu'au bout. J'ai dit tantôt ici que la chose la plus chère dans la pisciculture, c'est l'étang. Et pourquoi l'étang coûte cher? Parce qu'il faut de la main-d'œuvre. Nous avons une jeunesse disponible. Donc si des jeunes dans les villages où il y a de l'eau, où il y a une terre qui est indiquée pour la pisciculture, c'est-à-dire pour retenir l'eau, s'ils veulent se lancer dans la pisciculture, pour obtenir les informations par rapport aux techniques et autres, ils peuvent se rapprocher des délégations départementales du Minépia, où ils vont trouver toutes les informations nécessaires. Sinon, comme je l'ai dit, ils peuvent se rapprocher de tous ces autres programmes qui existent déjà. Sinon, il y a énormément d'informations sur Internet disponibles à ce sujet, ou alors ils peuvent venir me rencontrer dans mon cabinet s'ils habitent Douala pour en parler. Je me ferai le plaisir de discuter des opportunités de la pisciculture avec eux, ou s'ils me rencontrent quelque part. Et comme je l'ai dit, pour les jeunes de la région du Sud, les députés seront pour cela dans la région du Sud du 28 au 30 mars, et ils pourront venir à notre caravane. On aura un village des opportunités au stade à Ibolova, où il y aura des démonstrations et il y aura tous ces points focaux, tous ces différents programmes pour les jeunes seront présents et ils pourront prendre des contacts pour aller se lancer. Je dis, il faut de l'eau, il faut de la terre pour creuser les étangs, il faut une main-d'œuvre qui est, je crois, abondante, et il faut de la volonté, du courage pour y aller. Et je pense que d'ici quelques années, dans tous les villages camerounais, il y aura des pisciculteurs. Il faut de l'eau, il faut de la terre. C'est sur ces mots qu'on va se séparer. Honorable, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, et puis j'aimerais vous féliciter pour l'émission, parce que je suis certain que si une seule personne qui a regardé cette émission se lance dans la pisciculture, vous aurez contribué à construire ce pays. Merci. Que pense le Camerounais de la rue, du poisson de l'élevage? Nous avons tendu le micro à la rue et ils nous ont dit, ils nous ont donné leur avis. Nous allons regarder cela ensemble. On aimerait consommer un poisson qui a au moins 15 minutes que vous avez vu vivant par rapport au poisson qui vient de l'extérieur, 3 ans, peut-être 1 an, 6 mois même, avant qu'on le consomme. Actuellement, je mange le poisson de la mer. Et le poisson local, je ne le mange pas parce que je ne le vois pas. Alors, je pense que c'est important que nous développons la pisciculture dans notre pays. Moi, je trouve que tous les poissons sont bons à consommer. Non, le poisson de la mer, c'est un poisson naturel. Le poisson qu'on est né, on a trouvé dans les mers. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Le poisson élevé, on les élève avec beaucoup de produits. Parce que s'il n'y a pas le produit là-bas, ce poisson ne peut pas vivre, ça ne peut pas mettre long. Alors que le poisson de la mer, on ne donne rien, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui élève ça. Donc c'est un beau poisson. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé ces moments avec vous. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV, votre télé. Quant à moi, il me reste à vous dire merci et à très bientôt. Au revoir.